Ce que j'aime surtout, c'est qu'il y a une horizontalité dans les rapports humains. Que vous parliez avec une personne à un statut social élevé ou une personne à un statut social plus bas, il n'y a pas de condescendance, il y a un vrai humanisme. J'ai vu des gens humains au comportement humain en France, à Paris ou même à Marseille, évidemment. Mais les plus humains que j'ai vus, c'est en Israël. Fabien Bisraor, bonjour. Bonjour Cathy. Vous êtes en Israël depuis 4 ans et pourtant c'est un vieux rêve pour vous, mais que vous n'aviez jamais réalisé. Ça fait 20 ans que je veux faire mon alia. Ça m'a pris quelque part 40 ans, parce que je suis arrivé ici à 43 ans, donc nos ancêtres 40 ans dans le désert, et moi 43 ans pour finir par venir. Qu'est-ce qui a fait que vous avez finalement décidé de passer le pas? Quand mon grand-père Nissim Zichrono Livracha est niftar, en 2001, 1 heure environ avant de partir, il a réveillé ma grand-mère en lui disant « Asiba, n'oublie pas la promesse que tu m'as faite, tu m'enterres en Eretz Israël ». Il est parti, il s'est allongé sur le lit et il est monté. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et donc le lendemain, on prenait tous l'avion direction Eretz Israël. Et à ce moment-là, j'ai vécu plein de bouleversements physiques, sismiques, organiques, mystiques. Pourtant, ça n'était pas votre premier voyage en Israël. Pas du tout. Déjà dans le Koufa, mon père m'avait emmené en Israël déjà, donc je connais Israël depuis tout petit, je venais tous les ans pour passer mes vacances. Et quand mon grand-père est parti, je me suis retrouvé face à 2 choix. J'avais la moitié de ma famille en Israël et l'autre moitié en France. Et la partie qui vivait en Israël me disait « Fabien, pourquoi tu ne ferais pas ton alia ?» À l'époque, j'étais pas du tout religieux. Pour ne rien vous cacher, je suis issu d'un couple mixte. C'est-à-dire que mon père est juif marocain, ma mère n'était pas juive. Et elle ne l'est toujours pas d'ailleurs. Quand mes parents ont divorcé, je vous la fais courte. À 6 ans, je me retrouve seul avec mon frère Emmanuel. Et mon père obtient la garde de ses enfants. Donc vous avez connu les internats. Les internats, les grands-parents. On peut dire que vous êtes un enfant de l'Opège. Un enfant de l'Opège, tout à fait. Un enfant de l'Opège et de la Versine également. J'ai jamais eu de question sur ma judéité. Mon père m'a toujours fait grandir. À 6 ans, j'étais à Maïmonide. Mon père ne nous a jamais caché le fait que selon la halakha, on n'était pas étiqueté entre guillemets juif. Mais pour moi, c'était pas un problème parce que je savais que ma femme serait juive. Donc je contournais la question comme ça, je dis ma femme sera juive, mes enfants sont juifs, ils grandiront dans la Torah, il n'y aura pas de problème, et comme ça, j'ai pas besoin de me prendre la tête avec la conversion et tout ça. Sauf que mon grand-père nous quitte et nous éclaire de là où il était. Je faisais du cinéma à l'époque, c'était la bohème, je fréquentais des endroits pas très fréquentables, et mon judaïsme m'a sauté au visage, je me suis retrouvé devant mon grand-père en fait. Vous avez eu un réveil identitaire. Un réveil identitaire à ce moment-là, mais quel juif je suis! Mon Dieu, quel juif je suis. Et j'ai eu honte. J'ai eu honte. Et à ce moment-là, j'ai commencé ma tchouva, donc d'abord dans les pleurs et dans la crainte. Et c'est à ce moment-là que ma famille d'Israël me dit « Reste là et convertis-toi ici ». Et là, je dis non. Je dis non, je vais repartir en France, je vais redescendre et je reviendrai quand j'aurai atteint une illumination que j'ai réussi à atteindre en un battement de cils. Et pour retrouver ce niveau, ça m'a pris 20 ans. Vous faisiez quoi en France ? Alors en France, j'ai fait du cinéma, j'ai fait de la photo, j'ai fait des expositions de photos, j'ai écrit des romans, j'ai monté une boîte de design graphique, un artiste dans différentes facettes, je fais un peu de musique. Quand vous décidez de monter, vous avez 43 ans, Ouais. Vous n'avez pas forcément d'économie, rien de très construit comme plan, on va dire. Vous n'avez pas eu peur de monter dans ces conditions-là? Parce qu'en général, je vous pose la question parce que beaucoup aujourd'hui se disent « mais qu'est-ce que je vais faire en Israël? Comment je vais gagner ma vie ?» C'est vraiment la préoccupation première. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Maintenant, j'ai eu une chance qui avait que j'avais une petite rente de France qui me permettait d'avoir un loyer pendant un certain temps. Donc je savais que mon loyer était assuré. Et je me suis dit, bon, je me donne 6 mois pour faire ma situation. Mais en fait, même ça, c'était biaisé. Ça, c'est ce que je disais à mon entourage. Parce que dans ma tête, c'était un aller sans retour. J'avais pris ma décision déjà quand mon grand-père nous a quittés. J'avais pris la décision déjà intérieurement d'habiter en Eretz Israël. Mais je ne savais pas quand. Et en France, je tournais en rond. Donc après, j'ai sauté le cap et je me suis dit, moi, si c'est pas maintenant, quand? J'ai pas envie de venir à la retraite. Vous n'aviez rien à perdre, en gros. J'avais tout à gagner. Je ne sais pas que j'avais rien à perdre, c'est que j'avais tout à gagner. J'avais des projets dans mes valises. Je suis venu avec mes tripes et mes projets. Comment vous vous êtes acclimaté au pays? Comment vous avez ressenti la ville et le quartier où vous vous êtes installé? Alors moi, j'ai eu la chance de m'installer dans un petit quartier qui s'appelle Atikva, dans le sud de Tel Shkonat Aviv. Atikva. Shkonat Atikva, dans le sud de Tel Aviv. C'est un pur hasard. Au début, je ne pensais pas du tout atterrir dans ce quartier. Je me voyais plus vers Bograchor, où il y a un peu plus de Français, des choses comme ça.
Et le mazal a fait que j'ai atterri dans ce quartier au bout d'une semaine parce que ma cousine m'avait trouvé un appartement. C'est quelle ambiance? C'est une ambiance familiale, c'est une ambiance de quartier, tout le monde se connaît. Israélien? Pure souche, israélien, très très peu de Français, très cosmopolite. Des Érythréens, des Africains, des Chinois, des Hindous, il y a vraiment toutes les nationalités. On n'est pas très loin de la Tahana Merkazite. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est très sûr comme quartier. Il y a quelques années, ça craignait un petit peu, mais aujourd'hui, c'est vraiment très sûr. C'est un des quartiers les plus religieux de Tel Aviv. Et les moins chers, j'imagine. Et les moins chers également. C'est pratique, ça m'arrangeait bien. Pour moi, ça, c'est vrai, ça m'arrangeait bien. Je me suis très vite acclimaté. On m'a très bien reçu dans les Beit Knesset, quels qu'ils soient. J'ai élu domicile dans ma petite Beit Knesset près de chez moi. Je me suis fait ma famille d'adoption, ma famille de cœur. On se voit tout le temps, que ce soit pour les Shabbats ou les matins. C'est que des Israéliens quasiment. C'est comme ça que vous avez appris l'hébreu, parce que vous êtes arrivé aussi sans parler l'hébreu. Je savais lire et écrire depuis petit, mais je savais pas parler, non. Je savais dire où sont les toilettes, on est dans quelle rue, des choses comme ça. Ça vous a aidé à vous intégrer? Ça m'a énormément aidé à m'intégrer. En allant tous les matins à la tefila, en ne pouvant pas parler français, j'étais obligé de comprendre. Et quand je ne comprenais pas quelque chose, je le demandais. Tout simplement. Je disais, comment on dit ci, comment on dit ça. Ou alors avec le téléphone, avec Google Reverso, le traducteur de langue. Je me suis débrouillé, ouais. Qu'est-ce que vous aimez ici? Qu'est-ce qui fait que vous trouvez que votre vie est beaucoup plus intéressante? Je suis à la maison. Moi, j'ai beau être né à Paris, j'ai beau être né en France. Dans un joli quartier en plus. Oui, je suis né dans le 12e, j'ai vécu dans le 15e, un peu dans le 17e, j'ai fini dans le 17e. Étrangement, j'ai jamais eu la conscience patriotique comme je peux l'avoir ici. Ça veut dire qu'il y a des choses que j'aurais jamais accepté de faire en France, comme certains métiers. Là, je savais que j'allais être immigré. Je me dis, je sais, j'ai toujours grandi avec l'éducation qui est la mienne, qu'il n'y avait pas de sous-métier, que tout travail est noble à partir du moment où c'est pour la bonne cause, c'est pour nourrir sa famille, pour nourrir les siens, etc. Mais il y a des métiers que je refusais de faire en France, de par mes diplômes, de par plein de choses. Et en arrivant ici, de par l'handicap de la langue, le fait d'être les Hadash, et là, on prend ce qui vient comme travail. Il n'y a plus de honte, il n'y a plus de sous-métier? Mais c'est même pas qu'il n'y a plus de honte, c'est que... C'est une fierté même, à la limite? Mais c'est une super fierté. Et là, on est dans les discours du Baal Shem Tov, où le plus simple ouvrier, du fabricant de fenêtres, à celui qui fait le café le matin dans sa petite macolette, tout prend une dimension mystique, kadosh. Et le fait d'être dans un makom kadosh, tout prend une autre dimension en fait. Ça veut dire que ça prend une réelle dimension. Et ça prend quelle dimension? Ça prend la dimension de la vie, en tout cas de la vie que j'ai voulu, et de la vie que j'ai envie de me construire, et de la vie que je me construis. Alors vous êtes très doué en graphisme, vous avez fait beaucoup de dessins sur des t-shirts, sur des vêtements lorsque vous étiez en France. Vous venez de reprendre cette activité en Israël, et comme ça que vous gagnez votre vie? C'est comme ça que je gagne en partie ma vie. Parce que, comme vous le savez, quand on arrive en Israël et qu'on est au Hadash, le temps de se faire une bonne situation, on cumule plusieurs situations. C'est sûr. J'oscille entre le design graphique en freelance, ma marque de t-shirt, United Breslev Artist, et je suis d'orientation Breslev. J'ai démarré ma tchouva avec Rabbeinu Nachman avec une histoire hallucinante. C'est-à-dire que pour un Breslev, il y a une chose qui est très décevante. Je vais peut-être y aller très prochainement, mais je n'ai pas encore été à Ouman, ce que j'espère faire très bientôt. Mais par contre, j'ai eu la chance de rencontrer un Israélien que j'ai découvert quasiment quelques jours après avoir acheté mon premier exemplaire du Liput et Moharan. J'ai rencontré une personne qui s'appelle Eliyahu Meouman. Je connaissais qu'une personne de Ouman à l'époque, c'était Rabbeinu Nachman. J'ai habité Marseille pendant 2 ans et je vois un vagabond qui passe avec un baluchon, avec un sac ED. Et j'étais intrigué par cet homme-là, je l'observe, je le vois une fois. 2 jours plus tard, je le revois dans la rue. Et à ce moment-là, je me mets à prier. Et je lève les yeux et je demande à Kadosh Baruch Hu, je dis, si tu remets cet homme-là sur ma route une 3e fois, je veux faire quelque chose pour lui. Je veux lui offrir à manger, lui offrir une tzedaka. Je ne sais pas pourquoi, ne me demande pas, mais je veux faire quelque chose. Et je suis chez moi, ça fait 1 mois que je suis à Marseille. Ça, c'était bien avant l'Aliyah. Ça, c'était bien avant l'Aliyah, c'était en 2006. Il est 3h du matin, ça fait 1 mois que j'ai emménagé, mon appartement est vide, il y a juste un matelas par terre, une table de camping, une tzedaka, une mezouza et les photos de ma bar mitzvah. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans l'appartement. Je vais sur le balcon à 3h du matin pour fumer une cigarette, pour trouver le sommeil. Et qui je vois passer en bas dans la rue de Dragon? Le vagabond avec son baluchon. J'ai été le voir et il me suit. Il monte à la maison. Il arrive devant les linteaux de la porte. Il observe la mezouza. Et là, il me regarde et il me dit dans un accent que j'ai pas reconnu au départ. Il me fait « toi, Jouef ?» Je lui dis « oui ». Enfin non.
Enfin, c'est une histoire compliquée parce que j'étais en cours de conversion, mais elle n'était pas terminée. Et il s'appelait comment cet homme-là? Je vous le donne en mille. Il m'a montré son darkon israélien, donc j'invente rien. Eliyahu Meouman. Juste après, quelques jours après avoir acheté mon Likutei Moharan de Rabbeinu Nachman, Meouman. C'est une chouva qui a commencé comme ça. Et c'est la chouva qui a commencé comme ça. J'étais en bisbise avec mon père. Et suite à la rencontre de Eliyahu, eh ben, je me suis rabiboché avec mon père. Et comme vous savez, dans la Gemara, c'est enseigné que le prophète Eliyahu, il ramènera le cœur des enfants vers les parents. Et moi, ça m'est arrivé dans ma vraie vie. Un vrai déclencheur qui m'a amené en Israël. Voilà. Et puis, j'en suis très heureux et j'en repartirai pas. C'est ça, la question, après 4 ans, qu'est-ce que vous retenez de votre aventure? Comment vous vous sentez ici? Qu'est-ce que vous aimez? Je me sens à la maison, je me sens en sécurité. J'ai ma famille qui est là. J'ai ma famille de chair et de sang, une partie de ma famille de chair et de sang, et ma famille de cœur qui est là. Et où que je sois, je suis dans mon océan. On peut mettre n'importe où, que ce soit Tel Aviv, Jérusalem, Ashdod. Je suis bien, je suis dans mes pompes, je suis dans mes baskets, avec ou sans chaussures. Je suis sans boucha, ça veut dire que je me balader pieds nus, je me balade pieds nus. Je l'ai fait à Paris aussi, mais c'est pas pareil. Et puis c'est un état d'esprit, Israël. C'est un état d'esprit, c'est une mentalité. Alors il y en a qui n'arrivent pas à se faire à l'état d'esprit israélien. Et moi, je m'y suis fait, mais royalement bien. Et à Shkona Tikva, si on ne se fait pas à l'esprit israélien, on change de quartier. Mais moi, je m'y suis fait très bien. Et on me le rend bien. Et ce que j'aime, surtout, c'est qu'il y a une horizontalité dans les rapports humains. Que vous parliez avec une personne d'un statut social élevé ou une personne d'un statut social plus bas, il y a une réelle horizontalité. Il n'y a pas de regard. Ce que j'apprécie, il n'y a pas de condescendance. Il n'y a pas de condescendance. Il y a un vrai humanisme. Je veux dire, moi, j'ai vu des gens humains au comportement humain en France, à Paris ou même à Marseille, évidemment, ou même ailleurs. Mais les plus humains que j'ai vus, c'est en Israël. J'ai jamais vu des gens plus humains, des comportements plus humains qu'en Eretz Israël. Après, je sais ce que les gens disent, mais ce que les gens disent, je m'en fous. Moi, je sais ce que je vis et je sais qui on est. Et ceux qui parlent comme ça... D'Israël ou de quoi? D'Israël, du peuple juif, de tout ça, c'est une seule et même entité, c'est la même chose. Israël, le peuple juif, la terre, tout ça, c'est la même chose. Eh ben, ils connaissent pas. Et pour preuve, combien de personnes qui connaissaient Israël qu'à travers les informations, que ce soit aux États-Unis ou en France, après être venus après un voyage, que ce soit en vacances ou autre, dire ah ouais, une fois qu'on est sur place, on change de regard. Et ça, c'est vrai. Et moi, c'est pour ça que j'aime tout. Moi, mon rêve, c'est que le reste de ma famille, que ce soit mes frères, avec leur désir et leur libre arbitre, bien entendu, mais qui viennent et qui trouvent les moyens de venir et qui s'arment plus de foi que de kesef. Ils ont validé votre choix, justement, votre famille? Alors moi, il y avait du pour et du contre, mais même le contre, et le contre était bienveillant. C'était pas un contre. Non, on ne va pas en Israël, c'est dangereux. J'ai jamais eu du c'est dangereux. Mais c'était comment tu vas faire, comment tu vas vivre ta vie. Tu as tes diplômes, mais tu vas te retrouver à devoir redémarrer une situation de zéro. Tu te rends compte de ce que c'est à ton âge, tu as plus de 40 ans, etc. etc. Il dit oui, et alors? Et si c'est pas maintenant, quand? Et quand il y en a, ils sont partis du Maroc, ou d'Algérie, ou de Tunis, quand il y a eu la guerre, etc. etc. C'est ce qu'ils ont fait, nos grands-parents. Bon, alors, je suis pas le premier, je serai pas le dernier. Alors, vous parliez des gens qui portaient un regard sur Israël comme étant un pays dangereux. C'est vrai que parfois, on a vécu des moments difficiles. C'était vos premiers... la première fois que vous étiez confronté au fait que les missiles tombent sur Israël. Comment vous avez vécu cette période? Je venais de déménager et le jour où j'ai fait ma Hanoukat Bayit, dans mon deuxième appartement, les missiles ont sauté. Et j'avais donc il y avait la moitié des gens qui devaient venir à la Hanoukat Bayit qui n'ont pas pu venir à cause des missiles. Et il y a une dizaine de personnes qui a quand même pris le risque de venir, que je remercie et que j'embrasse fortement. Et au moment où on a entamé le Mizmor Hanoukat Bayit, les petits limes se sont arrêtés. Et c'est vrai. Donc C'était ça votre première expérience avec la guerre en Israël? C'était ma première expérience avec la guerre en Israël. Comment vous envisagez la suite de votre alia? Parce que 4 ans, c'est beaucoup, en même temps, c'est pas beaucoup. La temporalité ici, elle est très fugace. Elle est palpable, en même temps, les minutes, elles peuvent paraître des heures. C'est comme les Shabbats, les semaines se succèdent à une vitesse impressionnante. Et pourtant, je me revois encore dans l'avion en train d'arriver à Ben Gurion. Je vois bien mon futur. Il est entre mes mains et les siennes. Qu'est-ce que vous aimeriez? Des enfants. Une femme et des enfants, et pouvoir m'épanouir, pouvoir continuer à recevoir comme je le fais, et pouvoir continuer à toujours donner, quoi que je puisse avoir, d'être toujours dans la main qui donne plutôt que dans la main qui reçoit, mais quand j'ai la main qui reçoit, de savoir recevoir aussi, parce que c'est parfois moins évident de recevoir, et il faut savoir recevoir également, d'avancer dans mes projets, que ce soit artistique ou autre. On a parlé de vos t-shirts, mais vous écrivez, vous faites des poèmes, de la musique. J'ai écrit cette année, en 2022, j'ai écrit un recueil de piyutim,
qui s'appelle L'éveil du réveil, qui m'a été préfacé gentiment par le Rav Simcha Buchinger de la Yeshiva Lev, qui est illustré de tableaux que j'ai composés sur Photoshop, Très joli. aidé par les intelligences artificielles, que je remercie beaucoup. Il y a environ 44 textes. C'est sur la Torah, sur les Chagim, sur les fêtes, sur Rabbi Nachman, sur l'Akdoucha, Sur votre sur expérience mon ici, expérience en en fait. Eretz Israël. Qu'est-ce que vous pensez de l'Aliyah de France aujourd'hui? Moi, je l'encourage. Je l'encourage, l'Aliyah de France. Mais moi, j'encourage l'Aliyah de partout. De partout. Et chaque juif, où qu'il soit, là, j'ai des amis, si Dieu veut, j'en ai un qui doit venir du Canada très bientôt, que j'attends avec impatience. Qu'est-ce que vous donneriez comme idée pour réussir ici? La première idée, venir avec des projets en tête, avec une émouna en béton armé, et savoir que, plus savoir, ancrer en soi, ce que tout juif fait quand il va à Rosh Hashanah, à Kippour, quand il va prier, en disant que la parnassa, elle vient d'en haut, qu'il ancre bien ça en lui, et qu'il ne s'encombre pas des tracas disant « Mais comment je vais faire pour ma parnassa ?» Viens, fais le premier pas, et Kadosh Baruch Hu s'occupera du reste. Il y a des gens qui vont vous dire ouais, c'est un peu... Il faut être terre à terre, il faut être tachlès, c'est vrai. Voilà. Mais si on ne garde pas ce petit grain de folie, autant rester chez soi. Il faut être tachlès, mais la tête dans les étoiles. Vous qui avez la tête souvent dans les étoiles, en tout cas vous la gardez dans les étoiles, votre plus beau souvenir c'est quoi? C'est quand je monte à la Torah. Mais sinon, c'est les rencontres humaines que j'ai faites. Et quand je me perds aussi. Quand je me perds, j'adore. Parce que je découvre et je vais... Il y a ceux qui suivent la Grande Ourse. Et moi, je suis le nom des rabbinim sur les panneaux de rue. Et quoi, c'est cette connexion que vous avez réussi à faire Entre ma émouna, entre ma foi, mon limoud, et la connexion que j'ai réussi à faire pour ancrer mon limoud dans la terre, en fait. Et je sais que j'ai encore une tonne à prendre, j'ai appris qu'une goutte d'eau. Mais avec cette goutte, comme dans le désert, elle me fait du bien. Moi, j'ai trouvé mon oasis.